Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Avant de commencer cet épisode, je voulais prendre 30 secondes pour vous parler un peu du développement de Cinécure. Ça ne vous aura pas échappé, je propose pas mal de contenu entre les différents rendez-vous du podcast et la chaîne YouTube, et je ne vais pas vous mentir, mon but est à terme de vivre de tous ces projets que je propose, d'une manière ou d'une autre. Pour y parvenir, j'ai besoin de vous. Pas d'affolement, je ne vais pas vous demander d'argent, du moins pas pour le moment, mais quelque chose qui peut me changer la vie sans trop bousculer la vôtre. Si vous aimez le podcast, prenez 5 secondes pour le noter 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Allez-y, même tout de suite si vous voulez, j'attends 5 secondes. Ça y est, c'est bon ? Si vous avez pu le faire, je vous remercie du fond du cœur parce que ça peut potentiellement changer ma vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors n'hésitez pas à le faire plus tard. Je vous jure que pour moi, ça fera une vraie différence. Et maintenant, on y va. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinécure. Vous avez envie de voir un film mais vous ne savez pas lequel, vous en avez marre de scroller encore et encore et encore dans ce qu'un algorithme aura choisi pour vous. Pas de panique, je suis là pour vous aider. Tous les premiers mercredis du mois, je vous propose 4 films sans limite de genre ni d'époque, 4 films qui doivent être tous visibles en VOD ou streaming. Je regarde les films, je vous en parle ici et je vous donne toutes les infos pour les retrouver ensuite. Ce mois-ci est un mois un petit peu particulier puisque c'est un mois d'élection. Je me suis donc dit que ce serait l'occasion pour moi de vous parler de films politiques. Et d'ailleurs, c'est quoi un film politique ? Il y a d'abord des films sur les politiques, le monde de la politique et les affaires qui sont partie intégrante de ce monde. Puis il y a les films aux propos politiques et là j'ai envie de dire que tout le cinéma ou presque est politique. Et vu que les épisodes de Cinécure durent en moyenne une demi-heure, j'ai décidé de me concentrer sur les films qui parlent des politiques. Et je vous promets que je vous parlerai de films plus intéressants, plus passionnants, plus prenants et plus émotionnellement captivants que cette campagne présidentielle. En même temps, ça va pas être bien compliqué. Nous voilà donc partis pour le chant du cygne d'un ancien président, puis nous irons voir comment la pipolisation des politiques s'est créée aux États-Unis pour ensuite faire un détour par la carrière inquiétante de Giulio Andreotti pour finir par revenir en France et explorer le Quai d'Orsay. J'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on s'apprête à plonger dans un monde de trahison, manipulation et révélation. C'est parti. Le président de Henri Verneuil, durée 1h50. Alors que la France traverse une énième crise politique, Émile Beaufort, un homme politique honnête, droit et de gauche, prépare ses mémoires et se remémore les années passées au pouvoir. Il se souvient en particulier de son assistant Philippe Chalamon, de sa manipulation pour accéder au pouvoir et de la métamorphose du monde politique tel qu'il le connaissait. Très vite, les deux hommes vont avoir l'occasion de se croiser à nouveau. C'est étrange que je vous parle pour la première fois seulement dans ce podcast de Henri Verneuil, et c'est encore plus étrange que je le fasse avec ce film, qui n'est pas vraiment le film pour lequel on se souvient de lui. Pourtant, c'est un tournant dans sa carrière, puisque à l'aune des années 60, Verneuil reçoit de la part de la MGM, le studio, une commande de 3 films. La condition pour ces 3 films est que l'acteur principal soit Jean Gabin, que le scénario soit écrit ou coécrit par Jacques Audiard, et que la réalisation soit assurée par Henri Verneuil. De cette commande naîtront 3 grands films, Mélodie en sous-sol, mon favori personnel, Un singe en hiver, pas mal du tout non plus, et le premier chronologiquement est celui qui nous intéresse aujourd'hui, Le Président. L'association de ces 3 hommes a été très intéressante, ça vous vous en doutez. Bien sûr, l'adaptation d'Audiard du roman de Simenon est très bonne, mais ce sont les dialogues qui, comme toujours, remportent le gros lot, avec notamment un morceau de bravoure qui a lieu à l'Assemblée nationale. La parole est à Monsieur le Président du Conseil. Messieurs, Monsieur Chalamon vient d'évoquer en termes émouvants les victimes de la guerre. Je m'associe d'autant plus volontiers à cet hommage qu'il s'adresse à ceux qui furent les meilleurs de mes compagnons. Au moment de Verdun, Monsieur Chalamon avait 10 ans, ce qui lui donne par conséquent le droit d'en parler. Étant présent sur le théâtre des opérations, je ne saurais prétendre à la même objectivité. On a une mauvaise vue d'ensemble quand on voit les choses de trop près. Monsieur Chalamon parle d'1 500 000 morts. Personnellement, je ne pourrais en citer qu'une poignée. Tombez tout près de moi. La réalisation très sobre de Verneuil, qui vient soutenir et mettre en avant l'interprétation de Jean Gabin, celui-ci qui a presque 60 ans, livre une prestation impeccable en vieux roublard à qui on ne la fait plus. Et ce que j'aime dans ce film, c'est, bien entendu, le jeu de pouvoir,
Souvent, le cinéma se frotte à ce genre de problématiques, et si je vous disais en introduction de ce podcast qu'en général, les films sont politiques, on peut aussi dire du cinéma qu'il présente souvent des problématiques de pouvoir. C'est le cas de nombreux chefs-d'œuvre, je veux parler bien sûr de films comme All About Eve de Mankiewicz, The Bad and the Beautiful de Vincente Minnelli, Vertigo de Hitchcock, ou bien plus récemment Fight Club de David Fincher, Matrix des Wachowskis, et plus récemment encore Uncut Gems des frères Safdie, Nightmare Alley de Guillermo del Toro, ou Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Ces films-là ne parlent peut-être pas de pouvoir, mais une problématique de pouvoir est souvent au cœur de leur narration. Et bien dans Le Président, c'est l'exercice du pouvoir qui est au cœur du film, et comment celui-ci peut-il être exercé par quelqu'un qui pourtant ne le possède plus. Le pouvoir que nous donnent les électeurs n'est qu'une forme de pouvoir, il y a d'autres formes de pouvoir et de nombreuses autres possibilités de s'en emparer. Pour ce film, Henri Verneuil retrouve Jean Gabin 5 ans après Des gens sans importance, film plutôt morne et digne héritier de la tradition de qualité, chère à François Truffaut, où Gabin campe un routier marié et père de famille qui va faire la rencontre d'une Françoise Arnould plutôt misérable. Et si le film est dispensable, on pressent déjà ce qui fera le cinéma de Verneuil, et surtout, elle met en présence pour la première fois le réalisateur et un acteur qui deviendra récurrent chez lui et lui permettra paradoxalement de mettre en avant la nouvelle garde du cinéma français en la personne de Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Mais revenons au Président. Pour faire face au vieux briscard Émile Beaufort, Verneuil met en scène Bernard Blier, qui est comme toujours parfait dans son rôle fait de petite lâcheté, de déférence et d'obséquiosité. Ce dont parle Verneuil au fond, et ce déjà en 1961, c'est la politique moderne, ses coups bas, ses ruses et sa course à l'élection. C'est moderne, c'est actuel, et c'est donc forcément un peu déprimant, car si Verneuil ne se trompe pas dans le portrait qu'il dresse de la classe politique et du jeu médiatique qui se joue autour de celle-ci, il nous offre aussi, et c'est particulièrement surprenant quand on connaît un peu les bons hommes qui travaillent sur le projet, le magnifique portrait d'un homme d'État plutôt ancré à gauche, disposé à dénoncer l'instauration d'un entre-soi typique du capitalisme d'après-guerre, qui allait poser les bases du néolibéralisme ultra-agressif auquel nous sommes tous soumis aujourd'hui. Une bouffée d'air frais, donc, dans un contexte actuel étouffant qui ne manquera pas de nous faire pousser de longs soupirs. C'est au producteur Jacques Barre, figure bien connue du cinéma français et producteur prolifique ayant sévi de 1949 et jusqu'à 2004, que nous devons ce petit bijou. Barre a une longue carrière au cours de laquelle il s'est associé notamment à Julien Duvivier, Jacques Delannoy, Christian Jacques ou encore Jules Dassin en termes de cinéma français, puis du côté du cinéma italien, Mario Monicelli, Sergio Corbucci et Federico Fellini notamment. D'autres noms auxquels il est associé, eh bien Louis Buñuel, Louis Malle, Jacques Deray ou encore René Clément. Au-delà du trio Verneuil, Audiard et Gabin, qui clairement donne toute sa saveur au film, Audiard et Gabin étant notamment amis et collaborateurs de longue date, l'acteur embauchait souvent le dialoguiste pour écrire ou améliorer ses dialogues, on retrouve aussi Maurice Jarre à la musique. J'ajoute que si ce que vous avez entendu sur Le Président vous a plu, j'ai écrit un long article sur un autre film de la même commande de la MGM, Mélodie en sous-sol, où je reviens en détail sur la tradition de qualité dénoncée par Truffaut, le positionnement de Verneuil par rapport à la nouvelle vague et le contexte social qui se trouve selon moi au centre de ce film pourtant extrêmement divertissant. Je vous mets le lien de l'article en description du podcast. Bref, si vous êtes lassé des politiques et que vous voulez avoir un homme d'État, et si en même temps vous ne supportez pas la médiocrité, alors Le Président est le film qu'il vous faut. Il est disponible en streaming sur Canal+, et en 1961 sortait en France Les 7 mercenaires de John Sturges, Un taxi pour Tobruk de Denis de la Patellière et La bride sur le cou de Roger Vadim. Frontrunner le scandale, titre original The Frontrunner de Jason Reitman, durée 1h53. Lors de l'élection de 1988, le sénateur Gary Hart est en passe de devenir le candidat démocrate et peut-être même le futur président des États-Unis. Mais une affaire de mœurs vient tout remettre en cause et bousculer la campagne du favori, en même temps qu'elle semble changer à jamais les relations entre la presse et les candidats, les électeurs et la presse, l'Amérique et ses politiques. Après le générique de fin, j'ai fait ce que je fais souvent, je suis allé voir les avis sur IMDb ou Letterboxd. Et là, je suis un peu tombé de ma chaise,
Est-ce que j'avais vu le même film que ces gens-là ? Relativement mal noté, le film n'a pas été apprécié, ou bien pas compris, je ne sais pas. Ma théorie personnelle est que le public américain n'a pas aimé le choix des scénaristes et du réalisateur de ne pas montrer certaines étapes cruciales dans l'affaire Gary Hart. Supposément, une photo aurait joué un rôle crucial et cet épisode-là n'est effectivement pas montré. Mais ça tombe bien parce que nous, les Français, on se moque de savoir si les épisodes sont suivis à la lettre, parce que pour nous, cette affaire est au mieux obscure, au pire complètement inconnue. Alors on prend le film comme il vient, et c'est une force, puisque quand on prend la peine de le regarder, deux choses sautent aux yeux. La première, c'est que le film est plutôt bien fait et beau. Jason Reitman livre une œuvre qui rappelle dans certains de ses plans les grosses productions des années 80 que son père, Ivan Reitman, a souvent produites. Je pense notamment au plan séquence en ouverture du film, qui convoque le souvenir des années 80 sans pour autant se vautrer dans une nostalgie dégoulinante comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Ce désir de reproduire une ambiance particulière et typique de ces années-là a été poussé jusqu'à la limite, puisqu'apparemment, le matériel employé pour le tournage était exclusivement du matériel disponible aux dates où les faits sont survenus. Le genre de petit détail complètement débile et inutile, qui ne vous dit rien de plus sur le film, si ce n'est que ça a dû être drôlement prise de tête. Il n'empêche, le film est très beau, et c'est en grande partie grâce à la photographie de Eric Stilberg, directeur photo attitré de Jason Reitman, avec qui il a collaboré sur Up in the Air et Juno notamment. La deuxième chose que l'on remarque, le film est d'une ambition débordante. Ce n'est pas divulgacher le film que de vous dévoiler que la candidature de Hart est malheureuse, donc je vais me permettre de rentrer un petit peu plus dans le détail. Le scandale qui va tout déclencher, dont je ne vous révèle pas pour le coup la nature, va emmener avec lui toute une série d'interrogations que les scénaristes tentent de traiter. Le film va toucher des thèmes divers et variés. Est-ce que ce film parle du rapport que les Américains ont à leur politique, que ceux-ci ont au mariage, ou bien est-ce que le film parle du rôle de la presse, quatrième pouvoir particulièrement puissant aux États-Unis? Est-ce que le film parle de la relation qu'un politique entretient avec ses bénévoles, de l'engagement politique en général et de celui des politiques en particulier? Est-ce que ce film parle du moment où les politiques sont devenus des personnes publiques au même titre que les acteurs? Ou alors est-ce que c'est un film qui parle tout simplement de sexisme et de patriarcat? Pour moi, le film traite de toutes ces choses puisqu'il va toutes les aborder et observer comment tous ces thèmes distincts sont finalement mêlés dans une problématique qui évolue à mesure que grandit la rumeur et que le scandale vient éclabousser les différents intervenants. Gary, we can't hide from this. Who's hiding? I'm working. We need to say something. I've already spoken to the person that matters. There are stories being written right now. It's gossip, Dix. It'll blow over. I don't think it's gonna blow over. We need to go through some things. Now, like this boat cruise I'm hearing about, for I one. think they completely Bimini. missed the back door of the townhouse. I mean, I know, I mean, it's not in the piece. They don't have for leaving. so, Yeah, no, exactly. I mean, without the back door, Gary, the I mean, entire the whole- article amounts to... Yeah, garbage. that whole Think trip, of it, all Bimini the and alleyways in Billy Florida. fucking Yeah, Broadhurst. exactly. Florida development. Now, forget the back door. The point is, it's nobody's goddamn business. None of it is. Right? They shouldn't have been there, period. Now, if we could all just move on. Yeah, that's what we're trying to do. I mean, I've been doing this for 20 years. So have you. The public doesn't care about this crap. They won't stand for it. They won't. I don't know. It's not 72. It's not even 82. It's different now. It's I not wish it different. wasn't. It is, and I don't understand why. But we have to figure out how we're going to respond to this story. There is no story. They can write all this crap all they want. They will not earn the dignity of my response. Jesus, Gary, what about us? Do we deserve a response? About this? Yeah. No. La société change, et comme cela arrive parfois, elle le fait soudainement, rapidement, sous l'impulsion d'une poignée de femmes et d'hommes, presque malgré eux. Alors évidemment, tous les sujets touchés ne sont pas approfondis comme il le faudrait, certaines scènes ou certains arcs narratifs ne sont pas traités comme on l'aimerait, mais le film nous rappelle que si tous ces thèmes sont liés, c'est que tout est politique. Et que les élections ne sont donc pas qu'un affrontement d'idées d'où sortirait presque magiquement la meilleure. On s'aperçoit, avec ce film, que voter n'est pas un acte intellectuel pur ou qui évoluerait, pour le dire un peu mieux, dans un plan purement théorique. Cela relève bien souvent de l'émotion et des choses qui touchent à l'intime. C'est ce que ce scandale a appris aux Américains et c'est en ce sens l'acte fondateur de la politique moderne. L'idée selon laquelle il ne suffit pas d'avoir les meilleures idées, de bien les penser, de bien les ordonner, de bien construire son argumentation pour gagner.
Pour ne rien gâcher, le casting est super. Vera Farmiga, J.K. Simmons, Alfred Molina, Kevin Pollak, Bill Burr, un groupe d'acteurs aussi appréciable qu'inattendu pour soutenir la performance de Hugh Jackman qui démontre une fois de plus qu'il peut être plus qu'un mutant aux griffes acérées. Son interprétation de Gary Hart, sénateur démocrate dans lequel reposent tous les espoirs de la jeunesse lors des élections de 1988, est plus que convaincante et j'ai pour ce type une affection que je ne m'explique pas. Une fois de plus, ce n'est pas divulgaché que de dire que Hart n'a pas réussi son pari, donc je peux parler de la facilité avec laquelle Jackman campe ce personnage qui ne comprend pas que le vent a tourné et que quelque chose a changé profondément dans la société américaine et mondiale, et que toute la bonne volonté ou ses intentions les plus viles n'y pourront rien. Comme je le disais plus tôt, l'une des plus grandes forces du film est de nous présenter un personnage en décalage soudain avec la société qu'il prétend représenter. Si vous aimez le drame qui se joue à chaque élection, les faits d'aspect anodin qui vont faire basculer le scrutin et les tensions que cela peut générer, alors vous aimerez The Frontrunner, le scandale, qui est disponible sur Netflix. En 2018 en France, on pouvait voir au cinéma Le Grand Bain de Gilles Lelouch, Le Jeu de Fred Cavaillé et Black Panther de Ryan Coogler. Il Divo de Paolo Sorrentino durait 1h50. Giulio Andreotti, 7 fois cavaliere en Italie, est aussi un homme politique au centre de toutes les affaires qui ont secoué le pays dès la fin des années 70. Était-il mafieux? Était-il un fervent catholique? Était-il un homme d'État, un politique? Ou bien était-il toutes ces choses à la fois? Alors on a parlé d'un président à la retraite qui use de son pouvoir pour faire pencher la balance, on a parlé d'un candidat qui ne sent pas le vent tourner et qui rate son atterrissage, et maintenant on va s'intéresser à un film qui parle d'un politique en exercice et aux affaires qu'il traîne comme autant de casseroles. Mais avant de parler du film, penchons-nous un peu sur son réalisateur. En quelques films, Sorrentino s'est placé au sommet du cinéma italien en récupérant la place laissée libre par Federico Fellini dont Sorrentino est le digne héritier. S'il partage cet amour du rêve, de la poésie, j'irai jusqu'à dire que Sorrentino est une version high-tech de Fellini, en ce qu'il a bénéficié d'outils qui lui ont permis de mettre en place un monde encore plus onirique que Fellini n'a pu le faire. Son cinéma nous trimballe souvent dans des situations rêvées, fantasmées même, avec un amour certain pour le plan plus que pour la scène. Ce que je veux dire par là, c'est que Sorrentino a un don pour fabriquer des images cultes, extrêmement stylisées, très léchées, contrairement à d'autres réalisateurs qui vont, pour le coup, aller créer une suite d'événements, des scènes donc, qui vont rester dans notre inconscient en tant que telles. Si on ajoute à ça son amour pour la musique, qu'il utilise souvent à la manière de Tarantino, à l'inverse de certains réalisateuristes qui vont opter pour une partition plus classique, on se retrouve avec un réalisateur un peu hors norme qui partage souvent son audience en deux. Ceux qui adorent et ceux qui détestent. Comment alors un réalisateur à l'identité si forte, avec un goût pour l'esthétisme si développé, peut raconter une histoire de la politique ? La première réponse réside dans le fait que cette histoire-là n'est pas que politique. Comme je vous l'ai dit en présentation du film, Andreotti a été mouillé dans toutes les affaires qui ont secoué l'Italie à partir des années 70, de près ou de loin. Mettre en scène son histoire, c'est donc forcément mettre en scène ses affaires qui ont, l'Italie étant ce qu'elle est, toujours à voir avec la mafia. On touche donc au film de gangster, à ce genre d'identité visuelle qui pour le coup se marie très bien avec les obsessions de Sorrentino. Enlèvement, explosion, ralenti, un homme seul dans une ville vide. Tout ce qui va faire le cinéma de Sorrentino jusqu'à aujourd'hui est ici convoqué. Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiavi e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso.
Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino, bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io. La deuxième réponse relève de l'inexplicable. Il y a chez Andreotti, un personnage tellement gris qu'on oublierait presque qu'il existe, quelque chose d'impalpable. Comment ce type, si nul, si transparent, a réussi à survivre à tant d'années de politique, étant 7 fois nommé Cavaliere, c'est-à-dire le plus haut poste avant celui de président de la République, qui en Italie correspond à peu près à ce qui était le président de la République sous notre 4e République. Comment ce mec donc est parvenu à squatter le pouvoir aussi longtemps, lui qui pourtant avait une personnalité qui aurait dû rebuter les électeurs? Comment ce type, qui paraissait au mieux inoffensif, a pu tremper dans absolument tous les scandales d'État, depuis l'assassinat d'hommes d'affaires jusqu'au meurtre spectaculaire du juge Falcone par la mafia? Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas. On n'a pas les éléments pour répondre à ces interrogations, puisque Andreotti était notoirement secret et effacé, et c'est là que le cinéma de Sorrentino prend tout son sens, puisqu'avec Il Divo, il nous livre sa version des faits, son interprétation, son idée personnelle de qui était Andreotti, comment il fonctionnait, comment il s'entourait et comment il a réussi à devenir incontournable. On vogue alors entre faits avérés et fantasmes, entre cauchemar social et rêve politique, sans jamais vraiment savoir si tout cela est bien réel ou pas. Et curieusement, on ressort du film avec l'impression d'avoir eu un portrait relativement fidèle à ce que ce politique a été. C'est la grande force du film, nous dresser un portrait que l'on ressent fidèle, non seulement du personnage étrange et inquiétant qu'était Andreotti, mais aussi de l'Italie de cette époque, avec son lot d'enlèvements, d'assassinats et de manipulations politiques en tout genre. Tout cela mènera à ce que le pays a connu comme le procès du siècle, et si la période vous intéresse, je vous conseille de compléter ce visionnage par celui de Romanzo Criminale de Michele Placido, sorti en 2005, et Il Traditore de Marco Bellocchio, sorti en 2019. Les deux films compléteront parfaitement celui de Sorrentino et vous plongeront dans une période trouble, les années de plomb, où les intérêts de la lutte communiste, de la mafia et de la politique chrétienne se sont parfois très étrangement rejoints. Pour ce 4e long métrage, Sorrentino embarque une nouvelle fois Tony Servillo, un acteur qu'on connaît surtout de ce côté-ci des Alpes pour sa collaboration justement avec Sorrentino, et un acteur qui aura joué pas mal de choses différentes, toujours avec justesse. On le retrouve dans L'Uomo in più, Les conseguenze dell'amore, Il Divo, donc La grande bellezza, et plus récemment È stata la mano di Dio, sorti sur Netflix. Et 10 ans après Il Divo, en 2018, le binôme s'est attaqué à un autre politique dont l'Italie a eu du mal à se défaire, Silvio Berlusconi dans L'Oro. Le reste du casting est tout aussi bon, on y croise d'ailleurs Fanny Ardant dans un rôle étrange. Et puis décidément, Sorrentino est un animal routinier, puisqu'à la direction de la photographie, on retrouve Luca Bigazzi, son directeur photo attitré, qu'on retrouve notamment sur Youth, This Must Be the Place, La grande bellezza, etc., etc. Bref, si vous aimez les intrigues politiques, les personnages troubles et malaisants, et que voyager entre rêve et réalité ne vous pose aucun problème, Il Divo vous plaira. Le film est disponible en streaming sur Mubi. En 2008 sont sortis en France Mesrine, l'instinct de mort de Jean-François Richet, Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen et Entre les murs de Laurent Cantet. Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, durée 1h53. Arthur Vlaminck, un jeune écrivain peu intéressé par la politique, se retrouve propulsé au poste de plume pour Alexandre Taillard de Worms, le ministre des Affaires étrangères survolté et obsédé par Héraclite. Au sein du ministère, il va découvrir le monde de la politique, ses enjeux, ses personnages et ses intrigues, mais surtout l'absurdité même qui semble être au cœur de cette activité. Arthur, oui. Ben, ça me paraît vraiment très très bien. Quand est-ce que vous le montrez au ministre ? Oh, le mieux, c'est que ce soit toi qui lui présente directement. D'autant qu'il est très impatient de le voir. Voilà.
Bonne chance à toi, Arthur. Allez-y, monsieur Vlaminck. Monsieur le ministre? Prêt? Le discours, monsieur le ministre. Merci, camarade. Non, on n'y est pas du tout. Il y a encore beaucoup, mais alors beaucoup de travail. Par exemple, il faut parler du conflit des Grands Lacs en Afrique. C'est explosif, cette affaire. Personne ne veut comprendre ce qui s'y passe. Ah, mais c'est en page 10, monsieur le ministre. Il faut en parler, je vous dis. Il faut structurer. Aujourd'hui, Arthur, il y a 3 principes clés. Il faut le dire, personne ne fait ce boulot. Responsabilité, unité, efficacité. C'est ça, agir. Oui, mais alors, concrètement, l'Allemagne et le Conseil de Non, mais sécurité... Arthur, vous n'allez pas commencer à imiter tous ces diplomates qui ont un balai dans le cul, Arthur. Vous valez mieux que ça. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on dit? Voyez ça avec Maupas, mais de toute façon, il faut tout reprendre de A à Z. Alors la première chose à savoir sur ce film, c'est qu'il est adapté d'une série de 2 BD écrites par Antonin Baudry et Christophe Blain, qui ont aussi travaillé à l'adaptation avec Bertrand Tavernier. Antonin Baudry, c'est quelqu'un qu'on va revoir par la suite en tant que scénariste, mais aussi réalisateur, puisque c'est lui qui écrit et réalise Le Chant du Loup, sorti en 2019. De la BD, les 3 scénaristes ont donc réussi à garder le ton absurde et frustrant, tout en étant drôle, puisque c'est au début le propos. Il semble nous dire « Vous croyez que vous savez comment ça marche, on va vous montrer les coulisses » et le film va s'employer à briser nos croyances sur le fonctionnement de celle que l'on peine à l'issue du film à croire qu'elle est la 5e puissance mondiale. Des situations complètement débiles, parfois inextricables tant elles sont complexes et semblent obéir à une logique qui échappe au protagoniste et donc à nous aussi, le spectateur, s'enchaînent, entrecoupées d'entrevues, d'une violence inouïe tout en sous-entendu. Le tout chapeauté par un maître de cérémonie qui a l'air plus fou et plus incontrôlable que le reste de la foule qui l'entoure. On est dans un cas de figure de comédie pure, où s'enchaîne à la fois la comédie de situation, l'entretien d'embauche du protagoniste par exemple, le comique de répétition, les feuilles qu'il faut retenir à chaque apparition du ministre, la comédie absurde, le film frôle souvent avec l'œuvre des Monty Python notamment, et d'autres styles encore qui sont souvent soutenus par un découpage et un montage astucieux et d'une vivacité incroyable. Mais je dois m'arrêter un moment parce que je réalise que je ne vous ai pas parlé de la figure principale qui porte ce projet, lequel s'avérera être son dernier d'ailleurs. Cette figure, c'est bien entendu Bertrand Tavernier. Journaliste, scénariste, réalisateur, Tavernier a aussi été un passeur, un incroyable fouineur du cinéma français et mondial, et un éducateur pour nombre d'entre nous, les cinéphiles. En plus d'avoir réalisé 2 documentaires majeurs sur le cinéma français, un film et une série tous 2 intitulés Voyage à travers le cinéma français, Tavernier a œuvré pour mettre Lyon, sa ville, sur la carte nationale et mondiale du cinéma, d'abord avec ses films, L'Horloger de Saint-Paul par exemple, mais aussi et surtout avec l'Institut Lumière qui occupe une place à part dans la vie des Lyonnaises et des Lyonnais qui aiment le cinéma. En plus d'avoir créé un festival rattaché à l'Institut, à valeur internationale, Tavernier s'est aussi permis de créer une maison d'édition pour permettre de faire voir le jour à des œuvres parfois perdues, souvent ignorées. On ne peut donc décemment pas parler de ce film sans parler de Tavernier, et on ne peut pas parler de cinéma en France sans penser à celui qui a animé sa conservation et sa transmission, sauf apparemment quand on est à l'Académie des Césars et qu'on envoie sa disparition en 30 secondes. En 2013, lorsque Quai d'Orsay sort, Tavernier a 72 ans. C'est donc cet homme de plus de 70 ans qui a réalisé le film dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et si j'insiste tant sur ce détail, c'est parce que le film est particulièrement remuant. Remuant comme le sont parfois les films d'un certain réalisateur italo-américain qu'on adore, je veux parler bien sûr de Martin Scorsese. On dit souvent de lui qu'il a une énergie débordante malgré son âge, Scorsese aura 80 ans à la fin de l'année, et qu'il n'a rien perdu de sa vivacité, c'est un compliment que l'on aurait pu faire à Tavernier sur ce film. Alors je sais bien, je n'ai pas dit grand chose du film, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous apprendre après 5 ans de Macron, 5 ans de Hollande, 5 ans de Sarkozy, que vous ne savez pas déjà. Quai d'Orsay est un film sur les faux-semblants, la désillusion, la découverte et la déception, presque au sens anglais du terme, deception, qui vient dorénavant avec le concept d'État. Un clin d'œil à cette croyance, presque enfantine, et on s'en aperçoit aujourd'hui, naïve, que l'État serait géré par des personnes responsables. Le film s'emploie à nous montrer qu'en fait, dans cette vie, et pour paraphraser un autre cinéaste français majeur à mon sens, tout est un bordel innommable. Un petit mot sur le casting qui réunit des acteurs aux multiples talents, Raphaël Personnaz, Julie Gaillet, Anaïs de Moustier, Didier Bezas, Thierry Frémont et bien sûr Thierry Lhermitte, Fantastique en ersatz de Dominique de Villepin. Tout ce petit monde semble s'articuler autour de la prestation magistrale de Nils Arestrup qui est tout bonnement fantastique et, on le pressent, tristement juste.
Enfin, la musique est signée Philippe Sard. Si vous abordez cette élection avec désillusion mais sans avoir perdu votre sens de l'humour, alors Quai d'Orsay est pour vous. Le film est disponible sur Netflix. Et cette même année 2013, vous pouviez voir au cinéma Gravity d'Alfonso Cuarón, Les garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne et justement Le loup de Wall Street de Martin Scorsese. C'est presque la fin de cet épisode, mais je ne peux pas finir ce numéro spécial politique sans parler de l'un de mes réalisateurs fétiches, extrêmement politique, et qui est pourtant absent de cette sélection. Je parle, bien entendu, de Costa Gavras. L'appellation cinéaste politique s'accompagne bien souvent de l'idée que les films produits vont être bavards ou ennuyeux, et si j'aime autant Costa Gavras, c'est parce qu'il a su, film après film, démontrer que ce n'est pas nécessairement le cas. Il ne sacrifie jamais les images au propos, et si son cinéma est politique, cela reste avant tout du cinéma. Et quel cinéma! J'aurais pu vous recommander énormément de films à lui, et si je devais me limiter, comme je l'ai fait aujourd'hui, aux films sur les politiques, je dirais que vous pourriez voir Z, bien entendu, mais aussi L'Aveu et État de siège, évidemment. 3 films modernes, d'utilité publique, vu la période que nous traversons, et qui sont sortis entre 1969 et 1972. À l'heure où le Z est associé à une abomination, je vous invite à découvrir le sens réel de cette lettre, sa signification, aux antipodes du sens qu'elle prend aujourd'hui. L'Aveu est un film formidable qui raconte l'absurdité du pouvoir communiste et les atrocités que celui-ci a commis, avec ses simili-procès notamment. Et enfin, État de siège, probablement le plus intéressant et le plus actuel de ces films, raconte le colonialisme idéologique des grandes puissances d'Occident. Alors, pourquoi ne trouve-t-on pas les films de ce cinéaste pourtant hors pair, actuel et tellement nécessaire dans une période comme celle que nous vivons? Je l'ignore. Certainement des histoires de droit, des problématiques très ennuyeuses qui nous empêchent de profiter d'un cinéaste majeur malheureusement, et qu'il serait très sain de voir ou revoir aujourd'hui. Pour vous consoler, vous trouverez tout de même The Missing sur la Cinétech, un excellent film lui aussi politique, avec un casting 5 étoiles. L'épisode 12 de Cinécure, c'est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix, comme dit en début d'épisode. C'est très important pour le référencement et pour moi. Je vous encourage aussi à parler du podcast à un maximum de gens autour de vous, on est nombreux à aimer le cinéma. Cinécure est un podcast créé par moi, Charles-Édouard Wasselin, produit avec l'aide d'Adrien Larouzet et distribué par Vaisseau Hypersensas. Je les remercie tous de leur patience et de leur bienveillance. Je vous rappelle que sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, vous trouverez un channel Cinécure où nous parlons de cinéma en général et des films recommandés ici parfois aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est très gentils et surtout toujours content de voir des nouvelles têtes. La liste des films recommandés dans tous les épisodes de Cinécure est toujours dispo sur Letterboxd. Vous la trouverez dans mon profil, je suis là-bas en tant que Charles Eddy. Et je suis aussi sur Instagram où vous pouvez me suivre si vous ne le faites pas déjà, aussi en tant que Charles Eddy. On se retrouve par ailleurs le mercredi 13 avril sur la chaîne YouTube de Cinécure pour une nouvelle vidéo, le mercredi 20 avril ici même pour un nouvel épisode de Ciné Essentiel, et enfin le mercredi 27 avril pour le deuxième épisode de Cinexplore. Voilà, vous savez tout. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao!